Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, le nouveau podcast JO du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. Alain Bernard qui revient, Alain Bernard qui passe, Alain Bernard est champion. Le 14 août 2008 à Pékin, Alain Bernard devient champion olympique sur 100 mètres nage libre. Nous allons découvrir aujourd'hui comment sa timidité et son besoin de tout comprendre se sont mués en or olympique sur la discipline reine de la natation. Bonjour Alain Bernard. Bonjour. Elle est rangée où, votre médaille olympique ? Je peux pas le dire, sinon après je suis obligé de vous tuer. Ah oui, d'accord. Alors on va pas le dire. Non. Elle est dans un endroit précieux, protégé, mais en même temps accessible parce que j'aime bien la montrer, que ce soit aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes, parce que c'est un objet rare et symbolique. Dont je me souviens la première fois dont j'ai eu une médaille olympique dans les mains, ça m'a vraiment marqué, c'était celle de mon agent Robert Leroux qui était médaillé en escrime en 1996 à Atlanta, et je l'ai eu dans les mains la saison olympique 2007-2008 en plus, quelques mois avant de remporter la mienne. Donc voilà, c'est un objet très, très précieux et émouvant que j'aime partager et montrer. Vous êtes né à Aubagne, pas très loin de Marseille, le 1er mai 1983, dans une famille de nageurs ou pas du tout ? Alors oui, plutôt mes deux grandes sœurs, 6 ans, 9 ans de plus que moi, qui nageaient au club de natation, et la proximité de la piscine a facilité les choses en termes d'apprentissage. Donc je me suis inscrit dans cette démarche pour faire comme les grandes sœurs, comme font souvent les petits frères, les petites sœurs, et on veut faire comme les grands. Et c'est de là qu'est vraiment née cette passion. J'apprends à nager à l'âge de 4 ans. Et je m'inscris au club de natation, 7-8 ans, premiers entraînements, première compétition. Mais c'était quoi la natation quand vous étiez enfant ? Un hobby, une échappatoire ? Une échappatoire, vraiment. C'était vraiment une échappatoire au collège, au lycée, etc. Parce que jusqu'en CM2, j'ai toujours été le deuxième de ma classe. Il y avait un garçon qui était toujours meilleur que moi. J'étais l'éternel second, mais plutôt dans il y avait déjà de l'esprit de compétition. Exactement. C'est vrai que l'esprit de compétition, je me demande toujours si c'est inné, si c'est lié à l'éducation, si c'est lié aux choses que nous met la vie sur notre chemin. Mais voilà, j'ai toujours été compétiteur. Que je fasse une compétition de natation ou que je joue à la pétanque ou aux cartes, j'aime pas perdre. Et c'est humain. Donc oui, j'étais toujours deuxième à l'école, jusqu'au niveau du collège, où là, ça s'est un petit peu compliqué. Je suis plus retrouvé dans la deuxième partie de la classe, voire dans le fond. Et le sport, ça me servait parce que j'étais pas bien dans ma tête, dans mon corps, dans ma peau. Et vous étiez très grand déjà, je rappelle que vous faites 1m96. Oui, je fais 1m96, et c'est vrai que même pendant la période d'adolescence, je mesurais une tête de plus que tous mes copains. J'avais du mal à passer inaperçu, donc moi qui ne m'assumais pas déjà physiquement, c'était un peu moins facile à vivre. Et donc, j'étais assez feignant aussi, pour le reconnaître. À l'école, je faisais pas bien mes devoirs, j'écoutais pas bien en cours, et j'ai été pénalisé jusqu'à redoubler 2 classes, la 4e et la seconde. Mais ça ne m'empêchera pas d'obtenir mon bac, malgré ces 2 ans de retard accumulé. Donc oui, le sport, c'est vraiment une échappatoire dont j'ai hâte de partager un moment avec ma deuxième famille, qui est la famille de la natation, où je vais me faire mes meilleurs amis dans cette période-là, on va dire de 8, 10, 12 ans, jusqu'à la fin de ma carrière. Et quand vous êtes en club, vous rêvez de victoire, vous vous dites, voilà, je suis dans un club, je participe à des compétitions, je vais devenir champion de France, champion du monde, champion olympique ? Loin de là, je ne suis pas du tout dans cette démarche de devenir champion, je suis dans cette démarche d'essayer de progresser, et c'est vraiment ce leitmotiv en fait qui va m'accompagner durant toute ma carrière. C'est qu'aujourd'hui, je fais un état des lieux, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois mettre en place pour progresser lors de la prochaine compétition. Et j'ai toujours conservé ce process de perfectionnement technique, de me poser énormément de questions, de m'inspirer des autres avec le temps. Mais c'est bizarre avec l'esprit de compétition que vous avez. Oui, mais c'était tellement utopique de penser à une équipe de France quand on a 8, 10, 12 ans, en me disant mais ça c'est réservé qu'aux champions qui ont des conditions d'entraînement extraordinaires, etc. Et je m'apercevrai avec le temps que j'ai eu une chance de m'exprimer dans la société grâce au sport.
Et c'est vraiment ça qui va me plaire aussi dans la natation. C'est un sport qui est extrêmement équitable. On n'est pas soumis à un jugement humain, on n'est pas contraint à des conditions météorologiques. Et les conditions sont vraiment équitables les uns pour les autres. Et c'est ce sentiment d'équité qui m'a aussi aidé à avoir confiance en me disant pour être meilleur que l'autre, il faut nager plus vite que lui. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes autour de vous ? J'avais l'impression qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes autour de moi. En effet, dans la vie en général, en me disant pourquoi un tel a telle facilité technique à faire ça, ou un tel a telle facilité à apprendre sa leçon d'histoire, de géographie, de mathématiques, de français, alors que moi je galère. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses que je mets beaucoup trop de temps à assimiler et que d'autres vont plus vite que moi. J'ai le sentiment que la vie n'est pas forcément égale, en fait, à cet âge-là, et c'est la période de l'adolescence, bien sûr, où on se pose un milliard de questions. Vous avez 17 ans quand vous rencontrez votre entraîneur, Denis Hauguin. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes plu tous les deux ? Ça n'a pas été le coup de foudre tout de suite avec Denis dans le mode de fonctionnement, parce qu'il était assez très strict et très exigeant. Mais ça a été le coup de foudre sur les valeurs, en fait. Quelqu'un qui était très engagé, très investi et qui était capable de considérer beaucoup plus un de ses nageurs ou une de ses nageuses en fonction de son investissement par rapport à son niveau de performance. Et j'ai eu la chance de m'entraîner avec des garçons et des filles qui étaient extrêmement doués, mais qui n'étaient pas du tout bosseurs. Et le fait qu'ils nous considèrent, nous, les bosseurs, les acharnés... Les besogneux. Exactement. Eh bien, ça m'a donné envie de lui prouver que j'étais capable de faire de grandes choses. Mais c'est lui qui a vu en moi des capacités que moi, je ne soupçonnais pas. Donc, voilà, c'est vraiment ces notions de valeur, de travail, d'engagement qui m'ont plu chez lui. Vous formez presque un couple, en fait. C'est pas de l'amour, c'est pas non plus de l'amitié, parce que vous n'êtes pas amis quand il vous entraîne. C'est pas non plus un amour filial, parce que c'est pas votre père. C'est quoi ? C'est très difficile de décrire notre relation, mais il y a une certaine forme d'amour. Et puis, je le dis souvent en rigolant, mais c'est la vérité. Denis, c'est ma plus longue relation que j'ai jamais eue dans ma vie, même si j'adore ma femme et ma fille et je suis éperdument amoureux d'elle. Denis, ça reste ma plus longue relation parce que on a vécu des émotions extraordinaires ensemble. Et puis, notre relation, notre collaboration qui a duré 15 ans est assez rare ou quasi exclusive dans le monde du sport de très haut niveau, qui plus est dans un sport individuel. Même si on n'est jamais tout seul dans l'eau, on est dans une équipe, dans un collectif, dans un club. C'est quelqu'un qui a su faire évoluer son discours, qui a su m'écouter au fil des années. C'est pas le grand frère que je n'ai pas eu, c'est pas le deuxième père. Ça a été mon entraîneur et maintenant c'est l'un de mes meilleurs amis. On n'allait pas boire un coup ensemble, on n'allait pas forcément au resto ensemble. Quand on était en activité, ça ne nous empêchait pas de nous confier sur nos vies personnelles respectives l'un l'autre pour apprendre à se comprendre. On va revenir au sport. En 2004, vous ne vous qualifiez pas pour la compétition reine, les Jeux Olympiques qui se déroulent à Athènes, à 17 centièmes près. Vous l'avez vécu comment, cette non-qualification ? Est-ce que vous avez été tenté à un moment de tout laisser tomber ? Bien sûr, quand on est engagé à ce moment-là, ça fait déjà 6 ans que je m'entraîne 2 fois par jour. Donc il faut imaginer la masse de volume que ça représente. J'ai entre 20 et 21 ans, je viens de mettre mes études entre parenthèses. Il y a énormément de questions. J'ai vendu le concept à mes parents de prendre une année sabbatique pour leur dire et je vais tout faire pour me qualifier aux Jeux Olympiques, et derrière je me qualifie pas. Donc oui, c'est une énorme remise en question. Néanmoins, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur dans cette période-là, 2004-2005, et j'ai beaucoup appris sur l'approche de l'entraînement, ce qui a vraiment décuplé notre communication avec Denis, mon entraîneur, où je lui ai posé 1 milliard de questions sur Vous avez intellectualisé en fait votre façon d'être un sportif de haut niveau. Exactement, parce que j'avais l'impression depuis des années de nager, je prends souvent cette image ou cette métaphore en me disant je nage un peu dans la pénombre et du jour au lendemain je nage avec une frontale et je comprends ce que je fais plutôt que de l'appliquer bêtement. Donc oui, ces 17 centièmes de seconde, ça a été un coup dur dans ma carrière. Et je pense que si je n'avais pas vécu cette expérience et que si, par bonheur, j'avais été qualifié dans ce relais aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004,
j'aurais sûrement pas trouvé la force et le courage nécessaire pour 4 ans plus tard devenir champion olympique pour 11 centièmes de seconde devant le deuxième. Mais Denis Hauguin, il vous dit quoi à ce moment-là ? Parce que là, aujourd'hui, bien sûr, on parle de 2004, quasiment 20 ans sont passés, donc vous avez eu le temps d'analyser, de réfléchir. Mais sur le moment, comment est-ce qu'il trouve les mots pour que vous repartiez, pour vous remettre au travail, pour vous reconstruire en fait ? Il recontextualise exactement ce qui se passe. À ce moment-là, je viens de rater les Jeux pour 17 centièmes de seconde, mais 4-5 mois avant, on m'a diagnostiqué une toxoplasmose et une mononucléose qui m'affaiblit beaucoup à l'entraînement. Malgré le fait d'avoir une toxo et une mono, de terminer 7e au championnat de France, c'est quasiment un exploit en soi. Et donc, on va grandir et évoluer avec cette idée en se disant que mon niveau de compétition n'est pas à la hauteur de mon vrai niveau. Et c'est ça qui va développer notre capital confiance en se disant que c'est possible de faire mieux. Et c'est pas possible de devenir champion olympique dans 4 ans. À ce moment-là, c'est de bien évidemment se fixer une ligne de conduite en disant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on enfonce le clou ? On essaie de rester compétitif pour que dans 4 ans, on participe aux Jeux Olympiques. Oui, c'est possible. Donc on va partir avec cet espoir de participation, de qualification aux Jeux Olympiques, qui va devenir un espoir de devenir finaliste, puis médaillable. Et puis à la fin, la dernière année, on ne fait pas tout ça pour participer, on fait tout ça pour gagner. Vous parlez de ce duo, de ce couple que vous formez avec Denis Hauguin à ce moment-là, et votre famille. Vous parlez rarement de vos parents. Comment est-ce qu'ils vous ont soutenu ? C'est vrai qu'on en parle rarement, et la chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont toujours laissé libre cours en fait, et ne m'ont pas forcé et contraint à faire ce sport qui est très exigeant. Ils m'ont écouté, ils m'ont accompagné comme ils le pouvaient, et ils m'ont donné la chose la plus précieuse qui existe. Sur cette terre, je pense que c'est du temps. Ils m'ont donné du temps pour m'accompagner aux compétitions, pour m'accompagner en stage. Ils passaient toute la journée au bord des piscines, et donc j'avais envie aussi de leur rendre l'appareil en leur disant qu'ils n'ont pas fait tout cela en vain. Et surtout, financièrement, il fallait aussi que je me débrouille. On est dans un sport qui n'est pas professionnel. Donc à ce moment-là, on gagne des cacahuètes en fait. Et donc c'est très important pour moi de pouvoir être autonome financièrement. D'où l'intérêt et l'enjeu de passer mon diplôme de maître nageur et d'entraîneur pour pouvoir donner des cours de natation, pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté et continuer à vivre comme ça jusqu'au jour où je vais enfin avoir mes premiers sponsors pour pouvoir vivre de mon sport. Et là, je me rends compte que c'est quelque chose d'extraordinaire de ne pas avoir cette pression au quotidien en se disant comment est-ce que je vais payer ma facture à la fin du mois, etc. et de m'inscrire dans un vrai projet de sportif de très haut niveau. Si vous changez de dimension à ce moment-là, c'est pas tout à fait un hasard, puisque 2006, c'est l'année, sans doute l'année charnière. C'est quoi votre vie en 2006 ? Je recontextualise. 2004, vous n'étiez pas qualifié aux Jeux Olympiques à Athènes. 2008, c'est l'objectif des Jeux. Il y a un moment où il faut passer un cap. Voilà, 2006, on est vraiment à mi-chemin dans cette Olympiade. Il faut vraiment comprendre que des sports comme les nôtres, natation, athlétisme, judo, handball, etc., c'est vraiment notre Coupe du Monde de foot à nous, ce sont nos Jeux Olympiques, en fait. Et donc, on planifie aussi ça tous les 4 ans. Et à mi-chemin sur cette Olympiade, il y a quelque chose de magique qui va se passer sur un stage de préparation avant mes premiers championnats d'Europe. C'était à Budapest. Et c'est vraiment la période où Laure Manodou gagnait chacune des courses qu'elle faisait. Donc les championnats d'Europe, c'est à Budapest. Et ce stage, il a lieu à Canet-en-Roussillon. Et donc sur ce stage d'entraînement, j'y viens, je lance un défi à Denis. Je lui dis, écoute, si je suis capable de nager en moins de 50 secondes et 5 dixièmes, eh bien, tu me fais cadeau de la séance super dure ce soir et je fais 2000 mètres au choix au lieu de faire tes 6000 mètres super compliqués. Et donc là, il fixe la règle du jeu. À ce moment-là, mon meilleur temps, c'était 49 secondes et 6 dixièmes. Et il me dit, bon, bah alors si tu nages moins de 50 secondes et 5 dixièmes, je t'octroie ce petit moment de récup. Et donc, je me prépare, je fais un petit échauffement, j'enfile une combinaison, comme une combinaison avant chaque compétition. Et là, je fais mon 100 mètres et je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Au lieu d'avoir très très mal les 15-20 derniers mètres, en fait, je sens que j'ai un second souffle et je vais vraiment au bout de ce 100 mètres. Et là, je touche le mur et je vois Denis qui arrête le chrono et qui prend sa tête entre ses mains comme ça. Et moi, tout content, j'ai dit, alors j'ai fait le temps. Et puis là, il y a un autre entraîneur qui dit, Denis, je crois que j'ai un problème avec mes chronos, j'ai 47,8, etc. Et là, il me montre le chrono, 47 secondes, 84.
C'était exactement le temps du record du monde de Peter Van den Hoogenband à ce moment-là. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez prononcé le nom de Laure Manodou. Oui. Qui s'entraînait à Canet-en-Roussillon. Vous avez été proche. Ça fait quelque chose. À l'époque, Laure Manodou, c'est la méga star de la natation et c'est la méga star en France, au-delà même de la natation. Au-delà du sport, oui, c'est une méga star. Et puis, c'est une fille que l'on côtoie en équipe de France à partir de ce moment-là, mais surtout sur des compétitions en France. Et on se dit, il y a une Française qui est capable d'être championne olympique. Donc, elle est arrivée. Pourquoi moi, je n'y arriverai pas ? Donc, il y a ce sentiment. Et en effet, il y a une proximité qui se passe entre Laure et moi dans cette période. Et voilà, ça donne un petit peu des ailes, quoi. Donc, vous ressortez boosté par votre temps, par le regard plus qu'appuyé que Laure Manodou a posé sur vous. Vous avez eu une histoire d'amour ensemble, vous l'avez déjà écrit. Donc là, on se dit, pour les championnats d'Europe... Ouais, capitale confiance, ça se... Là, ça va mieux, la confiance. Ça va un petit peu mieux, mais c'est bien, parce que j'en ai assez bavé avant, quoi. mais vous le dites, c'est pas forcément... Vous avez beau être très rapide à l'entraînement, vous n'arrivez pas tout à fait à concrétiser ça en mode compétition. Et il va se passer... Toujours pas. Non, toujours pas. Et justement, en la voyant à chacune des courses qu'elle faisait sur ces championnats d'Europe, elle arrive, j'ai dit, mais comment tu fais pour pas être stressée, quoi, en fait ? Moi, j'arrive, j'ai l'impression de jouer ma vie. Et là, elle me dit, mais... c'est pas compliqué, en fait, quand on arrive derrière les plots, il y a la musique de présentation de la compétition. Elle me dit, moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. J'ai dit, comment ça, t'as envie de danser ? Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser ? Elle dit, ouais, en fait, je m'entraîne tous les jours pour ça, pour vivre ces moments en compétition. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et là, voilà, ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et je dis pas que j'ai eu envie de danser du jour au lendemain quand je suis arrivé derrière un plot, mais ça m'a aidé à me décomplexer au détour d'une simple discussion. Enfin voilà, c'était loin d'être un cours magistral. Ça s'est passé sur un coin de table, sur un moment où on déjeunait avec d'autres nageurs de l'équipe à côté. Et ça m'a marqué. Donc voilà, la vie est faite de beaucoup de moments qui peuvent paraître anodins pour certains et qui peuvent servir de grands déclics pour d'autres. À la fin de cette année 2006, Denis Hauguin quitte Marseille, puisque vous vous entraîniez avec lui au Cercle des Nageurs à Marseille. Ils ont plutôt envie de vous garder au Cercle des Nageurs. C'était possible d'imaginer la carrière sans Denis, la suite de votre carrière sans Denis ? À ce moment-là, c'était carrément impossible parce qu'au milieu d'une Olympiade, en fait... pour moi, j'étais convaincu qu'il avait encore énormément de choses à m'apporter. Et puis, au plus le temps passait, au plus j'étais intimement convaincu que personne d'autre aurait été capable de me comprendre, en fait. Et dans toute ma complexité aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez compliqué. Je me pose 1 milliard de questions. Il fallait être capable de m'apporter des réponses. Et je voyais que la personne de Denis pour continuer à avancer. C'est marrant, c'est exactement ça. On a l'impression que vous avez besoin de tout comprendre pour savoir où vous allez, pour savoir pourquoi vous faites ça. Trop. Et c'est justement, enfin, ça c'est ma passion plutôt côté scientifique, physique, etc. Je suis quelqu'un qui suis très rationnel. Voilà, j'ai besoin de comprendre les choses pour les faire. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. On est en septembre 2007. Vous finissez vos vacances. On est à moins d'1 an des Jeux Olympiques et vous vous déboîtez l'épaule. Racontez-nous, j'ose à peine l'imaginer, racontez-nous ce coup de fil quand vous devez l'annoncer à Denis Hauguin. Alors c'est même pas un coup de fil parce que entre le moment où je me fais mal et où je lui annonce ça, je vais pas l'appeler, je vais le voir direct en face à face en fait. C'est une période qui est pas rigolote. Sur un accident domestique complètement bête, je me fais une luxation de l'épaule et je suis incapable de lever le coude plus haut que l'épaule. Donc quand on fait de la natation, oui, c'est un peu compliqué. Et on est en septembre 2007 et la qualif olympique, elle est en avril 2008. Donc voilà, je vous fais pas un dessin. Et donc quand je lui annonce ça, il me regarde et il me dit tu te démerdes, ça me regarde pas. Et il me tourne les talons et il va entraîner tout le groupe qui attendait, le groupe d'entraînement. Et là, je me retrouve tout seul face à moi-même en me disant ok, comment je vais m'organiser ? Donc j'appelle les kinés, l'ostéo. Et finalement, au bout de 2-3 jours, voilà, ils s'inquiètent aussi de mon état et de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour revenir dans l'eau le plus vite possible.
Mais ça n'a pas été un moment très sympa, quoi. Pendant 5 semaines, vous êtes loin des bassins. Vous revenez en forme avec un programme d'entraînement repensé par Denis Hauguin. Arrivent les championnats d'Europe. C'est aux Pays-Bas, dans le pays de Peter van den Hoogenband, le double champion olympique du 100 mètres. Le Néerlandais n'est pas dans la piscine, il est dans les tribunes, il est blessé. Est-ce que si je dis que ce sont vos championnats d'Europe, c'est un peu trop fort ? Non, c'est pas trop fort, hein, parce que battre 3 records du monde en 3 jours, je pense que ça n'avait pas été fait depuis un moment. C'est le Alain Bernard Show. Non, mais là, j'ai l'impression que c'est enfin moi. En fait, depuis le temps, comme je disais, je construis des choses depuis des années où je développe certaines qualités, certaines compétences. Et à chaque fois, il manquait quelque chose pour faire vraiment une course aboutie de A à Z, vraiment du début à la fin. Et ces courses-là, je vais vraiment avoir l'impression de les maîtriser de A à Z et de m'exprimer enfin à mes vraies capacités, quoi, à mon vrai potentiel. Donc, record du monde en demi-finale du 100 mètres, record du monde le lendemain en finale du 100 mètres, record du monde sur 50 mètres. Et quand vous parlez de la finale du 100 mètres, vous décrivez une espèce d'état second. Oui, alors la finale du 100 mètres dans cet état second, un peu de survoler, de surnager, de me voir presque comme un spectateur, c'est-à-dire de voir beaucoup de choses au ralenti, de voir passer mes bras alors que ça va à une cadence assez élevée. Et ouais, une maîtrise totale. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'atteindre quelque chose d'unique à ce moment-là. Et je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en effet, en touchant le mur, je m'apercevrai qu'il y a mon chrono qui est affiché avec 24 centièmes de moins que le record du monde, et je n'arrive pas à savoir quel est mon chrono. Est-ce que c'est 47,84 le record du monde, ou est-ce que c'est 47,50 ? Et donc je réalise très vite que c'est le record du monde et que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, à ce moment-là, je suis champion d'Europe, je suis recordman du monde, et je ne suis pas qualifié aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a un moment dans votre tête, et là je reviens au manque de confiance en soi, où vous vous dites « La vache, si ça se trouve, je suis recordman du monde et j'irai pas aux Jeux ». Non, c'est plutôt sur les phases un petit peu avant de préparation. D'accord. Mais au championnat de France, à ce moment-là, il n'y a pas de... On n'a pas de place pour ça ? Non, franchement, il n'y a pas de doute. Je me serais même vu me qualifier en nageant sur un bras. Je me sentais vraiment invincible. Enfin, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est des moments... Alors, je ne reconnais pas le Alain Bernard qui doutait adolescent. On est d'accord qu'il y a eu un travail... Il y a eu un petit travail entre-temps. Il y a eu quelques milliers de kilomètres de fait, mais un capital confiance énorme. Et je me dis, ça fait... c'est bon, le temps des autres est passé, maintenant c'est mon temps, quoi. J'étais avec... peut-être dans cette même finale, il y avait au moins 2 ou 3 nageurs qui étaient là en 2004. Enfin, notamment, il y avait Fabien Gillot, Frédéric Bousquet. C'était... il y avait Amaury Levaux aussi qui était là 4 ans avant. Je me dis, maintenant, c'est mon tour, quoi. Voilà. Le 24 avril 2008, à Dunkerque, vous devenez champion de France en 47,82, 3e meilleure performance de tous les temps au passage. Ah ben oui, c'était mon 3e temps. Oui. J'adore. C'est ça. Et donc, vous vous qualifiez pour les Jeux Olympiques de Pékin. Ils ont lieu à partir du 8 août 2008. Ça va être vos premiers Jeux. Qui dit premier jeu dit un peu découverte. Est-ce qu'on a le temps de se disperser ? Bon, peut-être pas quand on a Denis Hauguin avec soi. Alors voilà, on allait y venir. Oui, on a le temps plus ou moins de se disperser. On arrive dans cette aventure de l'équipe de France. On reçoit nos pactages. Enfin, c'est un moment très symbolique aussi. Recevoir son bonnet avec le drapeau France et son nom en dessous. On se dit, bon, ça y est, on y est, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Et donc, avec mon collègue d'entraînement, Boris Temetz, avec qui je nageais à Antibes, qui s'est qualifié aussi dans ce relais 4x100 mètres à Pékin, on arrive dans le village olympique et ça peut vite... C'est Disneyland. Ça peut vite être la kermesse et Disneyland. Donc un petit rappel à l'ordre au bout d'un jour ou deux de Denis qui nous dit, bon les gars, vous n'avez pas fait tout ça pour tout foutre en l'air en l'espace de 2 jours. Donc soyez concentrés, profitez de tout ça autour de vous. Mais franchement, vous êtes là pour nager, vous aurez le temps de profiter la 2e semaine, quoi. Justement. On y revient à ce temps pour nager, le lundi 11 août 2008. C'est votre première course olympique. Vous êtes engagé dans le relais 4x100. Vous êtes dernier relayeur. Frédéric Bousquet vous lance en tête, mais vous finissez 2e.
C'est une course que j'ai à la fois envie d'oublier et à la fois de me dire que c'est quand même super d'être sur un podium olympique en fait. Le contexte de la course a fait que... Vous étiez hyper favori ? J'étais ultra favori. Je pars sur ce premier 50 mètres. Alors là, quand on parle d'un premier 50 mètres rapide, non seulement je vais passer 21 secondes 6 au virage. Enfin, c'est quelque chose de complètement dément. Et je vais emmener cet Américain dans ma vague qui va beaucoup moins forcer que moi. Et donc les derniers mètres va me dépasser et va toucher devant pour 8 centièmes de seconde. Et donc là, j'ai l'impression que c'est le monde qui s'écroule. J'ai l'impression d'assumer cette responsabilité, cet échec en me disant mais c'est pas possible, j'ai dû nager 2 secondes de plus que mon meilleur temps, c'est pas possible. Et en fait, j'en fais vraiment un rejet de cette course, à tel point quand on sort du bassin avant d'aller devant les médias, etc., ce qu'on appelle la zone mixte, je vais en vomir, je vais m'arrêter dans les toilettes, je vais faire un vrai rejet, enfin je vais vomir de cette course, jusqu'à ce qu'on me donne mon chrono en me disant mais Alain, t'as nagé quand même 46,7, en fait c'est ton meilleur chrono que t'aies jamais fait. Waouh. Et là je dis mais combien il a nagé l'autre à côté de moi? Eh bien il a nagé 46,06 ou 0,4 qui est encore 15 ans après le meilleur temps lancé du 100 mètres qui n'a jamais été fait. En même temps il était dans votre vague donc c'est peut-être pour ça. Il a eu la vague la plus grosse du monde donc... Non mais voilà c'est très voilà, aujourd'hui on en rigole mais sur le moment c'est compliqué, ça va laisser des traces aussi avec les autres relayeurs et puis surtout c'est une médaille d'argent mais elle est considérée comme un échec. C'est ça, elle est considérée comme un échec alors qu'on nage toutes les deux équipes, les Américains et nous, 4 secondes en dessous du temps du record du monde. Donc c'est une performance extraordinaire qui vient d'être faite à ce moment-là. Et donc voilà, il y a plusieurs façons d'aborder ça. Soit je culpabilise, je suis responsable et c'est de ma faute, etc. Et dans ce cas-là, je bâche les jeux et je rentre chez moi. Donc on laisse de côté l'échec. C'est pas un échec personnel. On retient le bon côté de la chose, c'est que je suis en forme, c'est que j'ai nagé 46,7 et que je suis à mon meilleur niveau de performance. Et ça vous vient tout seul ou c'est Denis? C'est Denis qui m'en parle, parce que c'est inconcevable que je me couche le soir avec ce sentiment de culpabilité, en disant que ça fait des années qu'on construit cette semaine olympique, qui va durer une semaine, qui va être très longue émotionnellement. Et donc il faut aller au bout de cette semaine et prendre les courses les unes après les autres. On est le 14 août 2008, on est toujours à Pékin pour ces Jeux olympiques. Et là, c'est le jour de la finale du 100 mètres nage libre. Qu'est-ce que ça a été les derniers mots de Denis Hauguin, votre entraîneur? Alors, il me disait souvent, avant les courses, de penser à telle ou telle chose technique. Et puis là, en fait, il voyait que de toute façon, j'étais prêt. Alors, il me dit, ouais, pense à ton départ, essaie de penser à ça. Et en fait, je l'interromps direct. C'est la première fois et la seule fois que je vais le faire. Et je l'interromps et je lui pose la main sur l'épaule en lui faisant un clin d'œil. Je dis, t'inquiète, tu vas te régaler. J'ai fait un clin d'œil et je me suis barré à la chambre d'appel. C'est comment une chambre d'appel du 100 mètres? Ça doit pas être l'endroit où on a que ses copains et on rigole. Il y a peut-être des attitudes différentes. Je sais pas comment c'est, moi, une chambre d'appel. Je serais ravi de vous y inviter. Mais ça peut être très tendu, très électrique, avec 8 Golgoth qui tiennent pas en place, un peu chargé de testostérone. Il faut le voir, avec ceux qui sont très expressifs, très démonstratifs, et d'autres qui sont plus discrets. Moi, je pense me situer un peu entre les deux, plutôt côté discret, en fait, où j'intériorise un petit peu et je me projette sur mes moments clés en me disant que ce que je vais vivre là, c'est pas prêt de se reproduire. Donc j'essaie de désacraliser ce moment et c'est ça toute la difficulté de la chose. Il faut pas qu'on se dise qu'on va jouer notre vie sur les quelques secondes ou minutes qui vont arriver. Là, on monte sur le plot. Oui. Et là, il y a quoi? Il y a du doute, il y a une confiance à fond, Ouais, c'est un moment qu'on attend depuis un moment quand même. Les jambes qui tremblent un peu. Le protocole du départ veut qu'entre le moment du fameux take your marks et le moment où le départ est donné, il y a entre 1 et 2 secondes. Et je sens mes jambes trembler en disant « Oh là là, donne le départ, sinon si je tombe du plot, je suis disqualifié. » Donc un gros moment de stress que je n'ai pas ressenti les longues minutes avant, qui est condensé dans ces 2 secondes, en fait, entre cette seconde là et ces 2 secondes qui nous séparent du take your marks au top. Finalement, dès que le départ est donné, on reprend nos automatismes et la course se passe plutôt bien. Il se passe quoi pendant ces 47 secondes et 21 centièmes de course? Je crois que vous pensez à quelque chose que vous a dit Denis Hauguin.
mon entraîneur. Il me dit, on a analysé la course de ton adversaire, Eamon Sullivan, et on a vu que tu étais 2 à 3 dixièmes plus rapide que lui sur les derniers 25 mètres. Et c'est vraiment le moment fatidique de la course. Au bout de 30, 32, 34 secondes, le corps est chargé d'acide lactique. Le cerveau, il envoie des informations qui disent stop, stop, arrête-toi, stop, tu vas mourir, arrête-toi, stop, il faut que tu t'arrêtes. Et nous, on est là, on lutte, on résiste, on essaie d'être à la fois relâché, à la fois efficace, à la fois lucide de tout ce qu'on fait. Et donc, les 15-20 derniers mètres, en fait, quasiment à chaque coup de bras, je vais avoir des flashs avec ma vie qui défile. Je vais me revoir en train d'apprendre à nager. Je vais me revoir le coup de bras d'après, peut-être 2 mois avant les Jeux, être tout seul au bout du bassin, en team, en train de pleurer, en me disant j'arriverai jamais. Le mouvement d'après, en train de battre un record du monde. Et en fait, je vois ma vie défiler comme ça. C'est un truc de dingue, ce qui est en train de se passer à ce moment-là dans ma tête et dans mon corps. Et je suis tout à fait lucide de cette course. Et Alain Bernard qui passe même juste à côté d'Eamon Sullivan. Oh, la deuxième longueur, Michel, avec Sullivan qui accélère maintenant et Alain Bernard qui tente de réagir. Sullivan, Alain Bernard et la ligne d'eau numéro 2. Stéphane Listrand, le Suédois qui revient. Eamon Sullivan qui part un petit peu. Il faut tenir. Je vais y croire jusqu'au bout. Je vais toucher le mur, je vais me retourner, je vais voir le 1 en face de mon nom. Alain Bernard est champion. Je vais mettre quelques secondes pour réaliser que je viens non pas de gagner un 100 mètres nage libre, je viens pas de gagner une finale, je viens de devenir champion olympique et ça c'est extraordinaire. Et donc dans l'anecdote où mon entraîneur, où Denis me dit tu es 2 à 3 dixièmes plus rapide que ton adversaire, et bien j'apprendrai 2-3 ans après bien que c'était pas vrai. Donc c'était le plus beau mensonge en fait qu'il ait pu me faire pour éviter que je me crispe ces derniers mètres et que j'évite que je sois privé de ce titre olympique. Je trouve ça hyper beau comme mensonge. Oui, carrément, moi aussi. C'est un mensonge le plus utile qui soit. Quand vous touchez le mur, il se passe quoi ? Vous avez l'impression d'être le plus fort au monde, au moins quelques secondes. Il y a, je sais pas, de la rage, il y a de la joie, il y a... Non, je pense qu'il y a un condensé un petit peu de toute ma vie jusqu'à présent, tous les efforts qui ont été consentis, ce petit gamin qui doutait, qui a appris à nager dans la piscine à côté de chez lui, a réussi à se construire non seulement un nom, mais un moment unique dans une vie qui est gravé à tout jamais avec cette médaille d'or sur un 100 mètres, c'est quelque chose d'inespéré. Et à la fois quête d'une vie. À la fois de temps voulu. Et la quête d'une vie, même si ce n'est qu'une vie, et ce n'est qu'une partie d'une vie. Je sais que la vie est encore longue derrière et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais au moins, j'ai coché cette case et je sais que ça va me servir à porter les valeurs et les messages du sport qui me sont très chers. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma reconversion. Merci beaucoup, Alain Bernard. Merci, Anne-Laure. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Pierre-Loïs Thomas et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, L'actualité au quotidien et Crime Story, chaque samedi.